Le matin de Noël, mes parents m'ont demandé de ne pas venir. Mes enfants seraient trop perturbateurs. J'ai accepté. Plus tard, 31 appels manqués. Sur la messagerie vocale, mon père a dit quelque chose qui m'a laissé sans voix, sous le choc. J'étais en train de plier le linge lorsque ma mère a appelé et a ruiné Noël. Je m'appelle Antoine. J'ai 35 ans. Je vis près de Lyon avec ma femme, Chloé, et nos 2 garçons, Lucas, 6 ans, et Léo, 4 ans. Léo est sur le spectre autistique. Il ne parle pas encore beaucoup et les bruits forts le dérangent, mais il est brillant à sa manière. Il aligne ses dinosaures par couleur, tapote des rythmes sur la table en synchronisation avec la musique en fond sonore, et vous serre dans ses bras comme s'il y mettait tout son cœur. Lucas est l'archétype du grand frère. Protecteur, curieux, un peu trop sûr de lui pour son propre bien. Ce sont 2 bons enfants, meilleurs que je ne l'étais probablement à leur âge. Bref, j'étais en train de plier le pyjama à motif de dinosaure de Lucas quand l'appel est arrivé. Maman, s'est allumé mon téléphone. J'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai décroché. C'était le matin de Noël. Je pensais que ce serait l'appel habituel, une demande de dernière minute pour que j'apporte la bûche, ou peut-être juste un joyeux Noël et un rappel de ne pas être en retard. Mais son ton n'était pas joyeux. Il était prudent. « Salut mon chéri », dit-elle. Sa voix était tendue, trop étirée par quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. « Bonjour », dis-je, assez enjoué pour nous 2. On est en train de s'habiller. Les garçons sont montés sur ressort. Ils sont réveillés depuis 6 heures. Elle hésita. « C'est de ça que je voulais te parler. » Je me suis arrêté. « À propos des garçons ? De Noël ?» Elle a expiré et je pouvais entendre des bruits d'assiettes en arrière-plan, le faible murmure d'une conversation. On a préparé une table spéciale cette année pour les enfants. D'accord, dis-je, étirant le mot comme un fil. Pour les enfants de ton frère. Tu sais, ils sont plus grands. Ils seront à leur propre table avec des jeux, des coloriages et, tu sais, juste une jolie installation. J'ai cligné des yeux. Cool. Donc, tu veux que Lucas et Léo soient à la table principale ? Il y eut une autre pause. Plus longue cette fois. Eh bien, dit-elle prudemment, on pensait que ce serait peut-être mieux si Léo s'asseyait avec vous. Ou peut-être pas à la table des enfants, juste pour que les choses ne deviennent pas trop perturbatrices. J'ai senti le bord du haut de pyjama plié dans mes mains se crisper. Perturbateur ? Je veux dire, dit-elle rapidement, tu sais comment Léo devient quand il y a trop de bruit. Ou si quelqu'un prend son jouet. C'est Noël, Antoine. On ne veut pas que les autres enfants soient dépassés. Je n'ai pas répondu. J'ai juste baissé les yeux sur le pyjama et senti ma mâchoire se serrer. Elle a continué, comme si elle sentait que le silence signifiait qu'elle avait besoin de renfort. Les enfants de ton frère sont habitués à certaines routines. L'année a été difficile pour eux avec le déménagement et le divorce. Et puis je l'ai entendu, une deuxième voix, faible mais sans équivoque. Mon père. Il devait avoir pris le téléphone ou se tenait à proximité. Antoine, dit-il, assez fort maintenant pour être sur haut-parleur. Écoute, il vaut sans doute mieux que vous ne veniez pas cette année. Tu sais, moins de stress pour tout le monde, surtout pour Léo. Voilà. Il venait de dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas dit ce que je voulais dire. Qu'il traitait mon fils comme un problème, comme un coin désordonné qu'il ne voulait pas dans leur parfaite petite installation de vacances. Au lieu de ça, j'ai juste dit, compris. Puis j'ai raccroché. Calme, contrôlé. Chloé est descendue, un cadeau emballé à la main. Tout va bien, demanda-t-elle, lisant instantanément sur mon visage. J'ai menti. Changement de programme. On reste à la maison cette année. Elle pencha la tête, les yeux plissés. Sérieusement ? J'ai forcé un sourire. Ouais. Ça pourrait être sympa. Juste nous. Nous n'avons rien dit aux garçons. Nous avons fait des pains au chocolat, ouvert les cadeaux et regardé de vieux dessins animés en pyjama. Léo a aligné ses dinosaures près du sapin. Lucas les faisait parler avec des voix idiotes. Chloé a mis du jazz de Noël, et nous avons dansé dans le salon. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien, mais je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à mon téléphone.
À midi, j'avais 31 appels manqués, principalement de mes parents. Quelques-uns de ma petite sœur Camille, 2 de mon frère Julien. Il y avait une demande de chat vidéo. Je n'ai pas répondu. Puis est venu le message vocal. Je l'ai écouté une fois en étant assis sur le bord du lit. Puis je l'ai réécouté. Cette fois, en couvrant lentement ma bouche de mes mains. À exactement 47 secondes, mon père a dit quelque chose qui a glacé l'air. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas crié. C'était calme. Désinvolte, comme s'il ne réalisait même pas le poids des mots qui sortaient de sa bouche. Mais je les ai entendus, chaque syllabe. Et juste comme ça, quelque chose en moi a basculé. La partie de moi qui laissait toujours tout passer s'est tue. Et la partie de moi qui tenait les comptes, cette partie-là s'est réveillée. J'ai écouté ce message vocal au moins 10 fois de plus. Chaque fois, ça frappait un peu plus fort. La partie qui m'a achevé n'était même pas ce qu'il a dit. C'était comment il l'a dit. Comme si c'était normal. Comme si c'était évident. À minuit 47, mon père a gloussé. C'est ce qui m'a fait lever les yeux. Un rire calme, dédaigneux, comme s'il parlait du problème de quelqu'un d'autre. Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas laisser Antoine amener cet enfant, a-t-il dit. Je veux dire, ce garçon n'a pas sa place dans une réunion de famille. Pas comme ça. Cet enfant. Ce garçon. Pas Léo. Pas son petit-fils. Juste cet enfant. Je suis resté assis là longtemps. Le téléphone sur mes genoux, regardant par la fenêtre notre pelouse couverte de neige pendant que Lucas faisait la course avec une majorette dans le couloir. Chloé a jeté un coup d'œil une fois, a vu mon visage et n'a rien demandé. Elle a juste laissé tranquillement une tasse de café sur la table de chevet et est repartie. Le reste de la journée s'est écoulé dans un flou. Je souriais quand il le fallait, je riais quand ça semblait juste, mais à l'intérieur, quelque chose se dénouait. Un fil qui avait été tiré pendant des années, lentement, invisiblement, jusqu'à maintenant. Au moment où les garçons se sont couchés et que Chloé s'est blottie contre moi avec un livre, j'étais déjà plongé dans une spirale, écoutant de vieux messages vocaux, faisant défiler des années de conversations de groupe, regardant des photos d'anniversaire et réalisant quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu auparavant. Léo n'y était jamais vraiment. Lucas, oui. Lucas était facile. Il posait, il souriait. Il disait s'il te plaît et merci et jouait gentiment avec ses cousins. Il cadrait. Mais Léo, il était généralement en arrière-plan, parfois pas là du tout, parfois coupé au montage. Il y avait une photo du Noël dernier. Julien et ses enfants étaient assis au centre de la grande table à manger, tous avec des pulls rouges assortis. Camille et son petit ami étaient d'un côté, maman et papa de l'autre. Chloé et moi étions près du bout, souriant. Lucas était assis à côté de moi avec une canne en sucre à la main. Léo n'était pas sur la photo. Je me suis souvenu de ce jour-là. Il avait fait une crise quand le fils aîné de Julien avait pris l'un de ses jouets sans demander. Les lumières étaient trop vives. La pièce était trop bruyante. Chloé l'avait emmené dans le bureau pour le calmer et ils avaient manqué le dîner. Personne ne leur a apporté une assiette. Personne ne l'a même remarqué. J'ai fermé l'application photo et j'ai fixé le plafond sombre. Tout a commencé à s'aligner comme sur le mur d'une scène de crime, les petites remarques, les changements d'horaire soudains, les regards. Et chaque fois, je me convainquais que j'imaginais, qu'ils essayaient, que c'était compliqué, que la famille signifiait le pardon. Mais maintenant je n'en étais plus si sûr. Les jours après Noël furent un silence radio. Pas d'excuses, pas d'explications, juste quelques SMS gênés de Camille. Et, ça va, et maman est contrariée. Suivi d'un silence quand je ne répondais pas. Puis vint le réveillon du Nouvel An. Chloé et moi nous installions avec du popcorn et un film d'animation quand mon téléphone a vibré. C'était encore Camille. Tu viens pour l'anniversaire de papa demain. J'ai fixé le message. Le 1er janvier, c'est ça. L'anniversaire de papa se retrouvait toujours mêlé au chaos du Nouvel An. Habituellement, un dîner de famille, un gâteau, quelques toasts, la routine. Avant que je puisse répondre, elle en a envoyé un autre. Julien a dit qu'il amenait à nouveau les enfants. Juste pour info. Il n'y avait aucune excuse, aucune prise de conscience, juste de la logistique. Chloé s'est penchée, lisant les messages à l'envers. Tu n'envisages pas sérieusement d'y aller, n'est-ce pas?
J'ai haussé les épaules. Peut-être. Je ne sais pas, elle a croisé les bras. Antoine. Je veux juste voir quelque chose, ai-je dit. Elle a soupiré. Tu veux dire que tu veux leur donner une autre chance? Non, dis-je lentement. Je veux confirmer ce que je soupçonne déjà. Alors, nous y sommes allés. Nous avons mis de beaux vêtements aux garçons, des chemises et des petits nœuds papillons. Nous avons apporté le casque anti-bruit de Léo et son doudou, un dinosaure en peluche avec une queue effilochée. Chloé a préparé des encas et des briques de jus, et j'ai prévenu les deux enfants que nous ne resterions peut-être pas longtemps. Quand nous sommes arrivés, la berline allemande de Julien était déjà garée dehors, impeccable et brillante dans l'allée comme un monument. Ses enfants, Hugo et Léa, couraient pieds nus dans le jardin, se poursuivant avec des pistolets en plastique. Julien était appuyé contre la balustrade du porche, faisant défiler son téléphone dans un pull en cachemire. « Antoine » dit-il sans lever les yeux. « Salut » lui ai-je fait un signe de tête. À l'intérieur, la maison était la même. Même décoration, même meuble, mais il y avait une énergie étrange. Maman a accueilli Lucas avec une étreinte et lui a ébouriffé les cheveux, puis a regardé Léo comme si elle ne savait pas quoi faire de ses mains. Léo s'est accroché à ma jambe, serrant le dinosaure. « Bonjour, mon trésor » lui dit-elle d'une voix forcée. Puis elle s'est tournée vers Chloé. « Il y a de la nourriture dans la cuisine si tu veux prendre une assiette avant qu'il n'y en ait plus. » Je crois que les enfants de Julien regardent un film dans la chambre d'amis. Chloé a hoché la tête avec raideur. La fête était petite, juste nous, la famille de Julien, Camille et nos parents. Décontractés, discrets, ou du moins en apparence. Quand nous sommes allés nous asseoir pour le dîner, j'ai remarqué la disposition des places. Encore une fois, 3 tables. Un grand rectangle pour les adultes, une table plus petite pour les enfants de Julien, et une table d'appoint avec une chaise pliante en plastique près de l'entrée de la cuisine. Une assiette en carton avec le nom de Léo dessus y était posée. Pas celui de Lucas, juste celui de Léo. Chloé et moi avons échangé un regard. Ma mère a levé les yeux de sa place. Oh, on s'est dit que Lucas pourrait s'asseoir avec les cousins, n'est-ce pas? Et Léo peut être près de vous. Comme ça, s'il a besoin d'espace, il n'est pas au milieu de tout. Je n'ai rien dit, je me suis juste assis. Chloé a pris Léo sur ses genoux et l'a nourri tranquillement avec notre assiette. Lucas s'est assis avec Hugo et Léa, clairement confus, mais trop poli pour dire quoi que ce soit. À un moment, il s'est tourné vers nous et a chuchoté, « Est-ce que Léo peut s'asseoir ici aussi ?» Julien a entendu et a gloussé, « Non, mon grand. Léo aime son propre petit coin, tu te souviens. » J'ai serré ma fourchette plus fort. Après le dîner, pendant que les enfants jouaient dans le bureau et que les adultes discutaient autour d'un café, papa s'est levé pour porter un petit toast d'anniversaire. Tout le monde s'est rassemblé. Je me tenais dans le coin, Léo dans mes bras. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici », a dit papa. Une autre année, un autre cheveu gris, mais entouré de la meilleure famille qu'un homme puisse demander. Camille a souri. Julien a levé sa tasse. Maman s'est tamponné les yeux. Puis il a ajouté, « C'est une bénédiction de voir les petits-enfants grandir. Hugo et Léa sont vraiment la lumière de nos vies, n'est-ce pas ?» Chloé a tressailli à côté de moi. Et Lucas, bien sûr. Un enfant si intelligent. Toujours curieux, toujours poli. Il n'a pas prononcé le nom de Léo. Pas une seule fois. J'ai senti les ongles de Chloé s'enfoncer dans mon bras. « Allons-y » a-t-elle chuchoté, mais je suis resté figé. Je ne pouvais pas bouger. Pas encore. Puis c'est arrivé. Julien a ri et a dit, « Lucas est la seule raison pour laquelle je n'ai pas encore volé toute la famille d'Antoine. » Le gamin est pratiquement un mini Hugo à ce stade. La pièce a ri, tout le monde sauf moi. Puis maman s'est tournée vers moi, un verre de vin à la main, et a dit, « Toi et Chloé, vous avez vraiment bien réussi avec Lucas. Vous avez dû avoir de la chance la deuxième fois. » J'ai senti les mots me frapper comme une gifle. De la chance. La deuxième fois. Chloé m'a attrapé le bras. « Antoine ?» J'ai levé la main. « Ça va. »« Non, ça ne va pas » a-t-elle lâché en attrapant le sac à langer. On en a fini. Elle est sortie en trombe avec les 2 enfants. Je l'ai suivie quelques minutes plus tard après avoir débarrassé silencieusement nos assiettes. Personne ne m'a arrêté. Personne ne nous a rappelé, pas même ma mère.
Le trajet du retour fut silencieux. Les enfants se sont endormis sur la banquette arrière. Chloé regardait par la fenêtre, le visage fermé. « Tu penses toujours que tu imagines des choses ?» a-t-elle finalement demandé. « Non, ai-je dit. Parce que j'en ai fini de faire semblant. J'en ai fini d'être poli avec des gens qui traitent notre enfant comme un détail sans importance. Je sais, ai-je dit. Vraiment ? Sa voix s'est brisée. Parce que j'ai l'impression que tu attends toujours qu'ils se réveillent et le voient, mais ils ne le feront pas. Ils ne veulent pas, j'ai hoché la tête lentement. Tu as raison. Quelque chose s'est brisé cette nuit-là. Le cordon qui m'avait attaché à une version imaginaire de ma famille. Celle où j'étais le fils négligé, mais toujours un fils, faisant toujours partie de quelque chose, s'est rompu. J'ai passé la semaine suivante à me retirer discrètement des conversations de groupe. J'ai arrêté de suivre mes parents sur les réseaux sociaux. J'ai décliné chaque appel de Camille. Je n'ai pas répondu quand Julien a texté « Tu nous ignores sérieusement pour une fête d'anniversaire ?» Je les ai ignorés parce que j'avais besoin d'espace. Mais plus que ça, j'avais besoin de réfléchir. Parce que quelque chose avait changé. Et pour la première fois, je n'étais pas seulement triste. J'étais en colère. Pas une colère bruyante, désordonnée. Pas le genre qui s'épuise vite. Le genre silencieux. Le genre qui s'enracine. Et quand je dis que j'ai commencé à planifier, je ne parle pas de vengeance mesquine. Je parle de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui les ferait se regarder un jour et se demander, quand est-ce qu'on l'a perdu ? Et la réponse serait, le matin de Noël, quand ils m'ont dit de ne pas venir. Quand ils ont mis une table pour tout le monde sauf mon fils et ont pensé que je ne m'en souviendrais pas. Je n'avais pas réalisé à quel point tout cela était lourd jusqu'à ce que je commence enfin à m'en délester. Dans les semaines qui ont suivi l'anniversaire de papa, le silence entre ma famille et moi s'est étiré comme une corde tendue, prête à se rompre. Je ne retournais pas les appels. Je ne répondais pas aux SMS. Et pour une fois, je ne me sentais pas coupable. J'avais passé des années à faire ce que je pensais être la bonne chose. À me taire, à être présent, à rester silencieux pour que tout le monde puisse être à l'aise. Mais le confort n'avait jamais été accordé à Léo, ni à Chloé, ni à moi, vraiment. Pourtant, il y avait un poids dans cette distance. Comme si j'avais sauté du bord de quelque chose de familier et que je flottais maintenant dans un air nouveau, sans attache, incertain. Ce n'était pas encore la liberté. C'était juste de l'espace. Et dans cet espace, j'ai commencé à voir l'image complète. L'accumulation de petites coupures que j'avais ignorées pendant des années, pensant qu'elles faisaient partie du fait d'être le mouton noir. Je n'ai pas toujours été l'outsider. En grandissant, j'étais l'aîné, le calme, celui qui suivait les règles. Julien, de 2 ans mon cadet, était l'enfant prodige, plus bruyant, plus drôle, l'athlète vedette. Camille, la benjamine, était choyée comme une fleur rare. J'étais quelque part au milieu. Respecté, mais pas célébré. On attendait de moi que je maintienne la cohésion quand les choses s'effondraient. Surtout après que la blessure au dos de mon père l'ait forcé à une retraite anticipée, et que j'ai pris le relais pour aider avec les factures à 19 ans tout en travaillant la nuit et en allant à l'université à temps partiel. Ils me louaient tous pour être si responsable. Mais la responsabilité sans affection commence juste à ressembler à de l'exploitation. Après Noël et l'anniversaire de papa, quelque chose en moi s'est effondré sous le poids d'années à être utile et invisible. Je n'allais pas bien. J'essayais de faire semblant pour les enfants, mais Chloé voyait clair dans mon jeu. Elle a toujours vu. Un soir, alors que j'étais assis sur le canapé à regarder fixement un épisode en pause d'une série qui m'était égale, Chloé s'est agenouillée devant moi. « Tu dois te laisser être en colère », a-t-elle dit. « Tu continues d'essayer de porter ça comme si ce n'était pas arrivé, mais c'est arrivé. Et ça a fait mal. Tu n'as pas à aller bien tout de suite. » Je l'ai regardée. Cette femme qui n'avait jamais une seule fois fait sentir à Léo qu'il était moins que rien, qui menait des batailles que je ne voyais même pas. Et j'ai craqué. Pas bruyamment, pas avec des larmes et des sanglots. Je me suis juste penché en avant, j'ai pressé mon front contre le sien et j'ai murmuré, « Je crois que je suis tellement habitué à ce qu'il me fasse du mal que j'ai arrêté de le remarquer. » Chloé m'a tenu les mains et n'a rien dit. Elle est juste restée là avec moi dans le silence. Ce moment a ouvert une brèche. J'ai arrêté de faire semblant. J'ai commencé à tout écrire, pas pour eux, mais pour moi. Tard le soir,
après que les garçons se soient endormis, je m'asseyais à la table de la cuisine et je déversais chaque souvenir, chaque affront, chaque mot qui semblait autrefois trop petit pour être mentionné, mais qui faisait maintenant partie d'une blessure plus grande. J'ai rempli un carnet en 2 semaines. Au travail, je me suis jeté dans les projets. J'étais analyste de système dans une entreprise de taille moyenne, et j'ai commencé à prendre des cas complexes que d'autres laissaient de côté. Il ne s'agissait pas du travail, il s'agissait de contrôle. Résoudre des problèmes que personne d'autre ne pouvait résoudre me faisait me sentir à nouveau utile, comme si j'avais de l'importance, comme si je n'étais pas invisible. Chloé l'a remarqué. Un soir, elle a dit, « Tu travailles comme si tu essayais d'échapper à quelque chose. » C'est le cas, ai-je dit. Que se passera-t-il quand ça te rattrapera? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas. Puis est arrivé le projet scolaire de Lucas. Je dois faire un arbre généalogique, a-t-il dit un après-midi, brandissant une feuille avec le dessin d'un grand arbre et des espaces vides pour les noms. Je me suis figé. Il m'a tendu un feutre. On peut commencer par toi et maman? J'ai écrit nos noms, puis celui de Léo, puis le sien. Puis il a demandé, je dois mettre papy et mamie ou juste le côté de maman? Je l'ai regardé. Son petit visage incliné dans une curiosité innocente, ne sachant pas que cette question portait le poids de générations. Faisons juste le côté de maman pour l'instant, ai-je dit. Lucas a haussé les épaules et a colorié les feuilles. Cette nuit-là, j'ai regardé à nouveau la feuille. Tout cet espace vide de mon côté de l'arbre. Ça ne m'a pas rendu triste. Ça m'a rendu déterminé. Si ma famille ne voulait pas voir Léo, s'il ne pouvait pas gérer la forme qu'il prenait dans ce monde, alors soit. Je lui construirais un monde qui le ferait. Un arbre avec de nouvelles racines, une fondation qui ne se plierait pas au confort des autres. J'ai commencé à chercher des groupes de soutien locaux. J'ai trouvé un groupe de pères pour les parents d'enfants neurodivergents. Je n'attendais pas grand-chose. Je me suis dit que je m'assierais au fond, que j'hocherais la tête, que je partagerais peut-être une ou deux choses, et que je partirais. Mais la première réunion a tout changé. Nous étions 5, tous des pères, tous fatigués de cette manière profonde, au niveau de l'âme. Mais ils parlaient comme je n'avais jamais entendu des hommes parler auparavant, ouvertement, vulnérablement, honnêtement. Ils n'édulcoraient pas les choses. Un gars, Malik, a dit que sa fille n'avait pas dormi une nuit complète en 4 ans. Un autre, Louis, a dit qu'il avait perdu 3 amis après qu'ils aient fait une blague sur son fils qui agissait comme un robot. J'ai partagé mon histoire aussi. Pas tout, juste l'appel du matin de Noël, le message vocal, la table sans le nom de Léo dessus. Malik a hoché la tête et a dit, ce sont toujours les plus proches de toi qui veulent que ton enfant soit facile. Pas meilleur, pas soutenu, juste pratique. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas que je retenais. Nous nous sommes réunis toutes les 2 semaines après ça. Certains soirs, nous parlions de crise et de réunions pédagogiques. D'autres soirs, nous parlions de rêves, de choses que nous voulions pour nos enfants au-delà de la simple survie. J'ai commencé à me sentir moins seul, plus réel, comme si je ne gardais plus seulement la douleur dans ma poitrine. Je la transformais en quelque chose. Puis, environ 3 mois après Noël, j'ai reçu un appel d'un vieil ami de l'université, Benoît, qui travaillait dans une association technologique à but non lucratif. Il avait vu l'un de mes posts LinkedIn sur la conception accessible, quelque chose qui avait commencé à m'importer plus profondément depuis que Léo utilisait des applications de communication. Et il a dit, nous cherchons quelqu'un pour diriger un projet sur les interfaces adaptatives pour les enfants ayant des sensibilités sensorielles. J'ai tout de suite pensé à toi. J'ai failli dire non. J'ai failli retourner à cette ancienne version de moi, celle qui se faisait petite pour que personne ne se sente menacé. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai dit, dis-m'en plus. Le projet était intense. Financé par une subvention, très visible, beaucoup de pièces mobiles. Je devais diriger une équipe, faire des présentations aux parties prenantes et rencontrer des familles pour des tests utilisateurs. C'était un travail qui comptait, un travail qui pouvait changer des vies, y compris celle de Léo. Chloé m'a soutenu à chaque étape. Elle en a pris plus à la maison, a coordonné les thérapies, géré le chaos de l'éducation de 2 garçons sauvages et magnifiques pour que je puisse me concentrer pendant la journée. Parfois, je rentrais à la maison et je m'asseyais simplement par terre pendant que Léo grimpait sur mes genoux, son dinosaure niché sous un bras. Et je pensais, ils ne connaissent pas cette version de lui. La joie tranquille, le doux fredonnement,
la façon dont il disait le papa, comme si c'était un sortilège. Ils n'ont jamais essayé de le connaître, mais quelqu'un d'autre le ferait. Au bout de 6 mois de projet, nous avons lancé notre interface bêta. Ce n'était pas parfait, mais ça fonctionnait. Les enfants réagissaient bien. Une fille non-verbale l'a utilisé pour demander son goûter préféré pour la première fois. Un autre garçon l'a utilisé pour demander de la musique, du Beethoven, de toutes choses. J'ai pleuré sur le parking ce jour-là, non pas parce que j'étais dépassé, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je sentais que j'étais exactement là où je devais être. Ce week-end-là, Chloé a suggéré que nous fassions de nouvelles photos de famille. Juste nous, dans le parc près de chez nous, sous les cerisiers en fleurs. Nous portions des pastels dépareillés, avons laissé les garçons courir à leur guise, et avons demandé aux photographes de capturer des moments, pas des poses. Quand j'ai vu les clichés finaux, j'ai senti quelque chose changer à nouveau. Il y avait une photo de Léo sur mes épaules, les bras levés, riant. Il y avait Lucas tirant Chloé par la main à travers un champ de fleurs. Il y avait moi, immobile, tenant tout ça ensemble, non pas parce que je le devais, mais parce que je le voulais. J'ai imprimé la photo de Léo et moi et je l'ai mise sur mon bureau au travail. Puis j'en ai imprimé une autre et je l'ai postée dans une enveloppe. Pas de mots, juste la photo, à l'adresse de mes parents. Je ne sais pas s'ils l'ont ouverte. Je m'en fiche. Cette partie n'était pas pour eux. C'était pour moi. Parce qu'au moment où l'été est arrivé, j'ai réalisé quelque chose qui a tout changé. Je n'avais pas perdu ma famille. Je les avais juste enfin vus pour ce qu'ils étaient. Et ce faisant, j'ai trouvé la force de construire quelque chose de mieux. Pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Mais juste au moment où je pensais que la distance s'était installée dans quelque chose de permanent, le silence s'est brisé. Le jour de l'anniversaire de Léo, une petite enveloppe dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une carte, bon marché, générique, avec un ours en peluche tenant des ballons. À l'intérieur, une seule ligne, faites-nous savoir quand nous pourrons le rencontrer. Pour de vrai cette fois. Pas de signature, juste ça. Chloé m'a trouvé tenant la carte et a dit, tu les crois. J'ai fixé l'écriture. Familière, hésitante. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas des excuses. C'était un piège. Et cette fois, je n'allais pas y entrer aveuglément. Parce que j'avais un plan. Un plan silencieux. Un plan qu'il ne verrait jamais venir. Je n'ai pas répondu à la carte. Pas tout de suite. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine et je l'ai observée pendant 2 jours entiers, comme si elle pouvait développer des dents et me mordre si je m'approchais trop. Chloé a demandé une fois de plus si je voulais en parler. Et quand je ne l'ai pas fait, elle a laissé tomber. Elle savait que je ne l'ignorais pas. Je l'étudiais, la retournant dans ma tête comme un bijoutier examine une pierre à la recherche de fissures. Et il y avait beaucoup de fissures, à commencer par le fait qu'elle n'était pas signée. Je connaissais cette écriture. C'était celle de ma mère. Des lettres soignées, légèrement inclinées, avec le L majuscule qui penchait trop à gauche. Je l'avais vue sur des cartes d'anniversaire, des bulletins scolaires et des mots glissés dans ma boîte à déjeuner en CE1. Ce n'était pas celle de Julien. Ce n'était pas celle de Camille. Et ce n'était certainement pas celle de mon père. Cet homme n'avait rien écrit à la main depuis les années 90. Faites-nous savoir quand nous pourrons le rencontrer. Pour de vrai cette fois. Qu'est-ce que ça voulait même dire? Pour de vrai cette fois? Comme si les 6 dernières années de la vie de Léo n'avaient été qu'une répétition générale. Comme si maintenant, soudainement, ils étaient prêts à faire semblant de s'en soucier. Probablement parce qu'ils pensaient qu'il avait surmonté ses difficultés. Ou parce qu'ils sentaient le poids croissant de leur absence dans les albums photos. Ou peut-être qu'ils ont juste réalisé à quel point la maison était silencieuse avec seulement les enfants de Julien en visite de temps en temps. Mais leur curiosité soudaine ne ressemblait pas à une évolution. Elle ressemblait à de la culpabilité enveloppée dans des excuses aussi fines que du papier. Pourtant, ce n'était pas le message qui me restait en tête. C'était le timing. La carte est arrivée le lendemain matin où j'ai posté une photo de notre pique-nique familial sur LinkedIn. Un post qui, de manière inattendue, était devenu semi-viral. C'était juste un cliché décontracté. Léo riant avec Lucas. Des briques de jus et des écorces de pastèque éparpillées sur une couverture. La légende était simple, différent n'est pas moins.
Nos garçons nous rappellent chaque jour que l'amour n'a pas de normalité. Reconnaissant pour le voyage, même les parties difficiles. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ensuite sont venus les commentaires. Des centaines, puis des milliers, de parents, d'enseignants, de frères et sœurs, de personnes neurodivergentes elles-mêmes. Le post a été repris par une association et la photo s'est retrouvée dans un carrousel d'images célébrant la semaine de sensibilisation à la neurodiversité. Et juste comme ça, ma boîte de réception a explosé. Puis, comme par magie, l'intérêt de mes parents pour revoir Léo aussi. Coïncidence ? Peut-être. Mais mon instinct me disait le contraire. Et pour une fois, j'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Je n'allais pas répondre sous le coup de l'émotion. J'avais déjà fait ça avant. Ça se terminait toujours de la même manière, culpabilité, dispute, silence gêné. Non, cette fois, je ferai les choses différemment. Je n'étais pas la même personne qu'ils avaient rejetée la dernière fois, et Léo n'était certainement pas le même bambin silencieux qu'ils avaient relégué à la table d'appoint. Nous avions changé, grandi, évolué, et ils ne l'avaient pas remarqué. C'était leur première erreur. Leur deuxième erreur, me laisser décider quand ils pourraient le rencontrer. Parce que maintenant, j'avais le temps. Le temps de planifier, le temps de réfléchir, le temps de leur rappeler exactement ce qu'ils avaient manqué et de m'assurer qu'ils le sentent. C'était le plan. Mais avant de pouvoir commencer, j'avais besoin d'alliés. La première personne que j'ai appelée fut Camille. Pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que j'avais besoin de savoir où elle se situait. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, l'air surpris. « Antoine, salut, ai-je dit. Tu as une minute ? » « Oui. »« Oui, bien sûr. » »« Waouh. Je ne m'y attendais pas. Je veux dire, ça fait un moment. » En effet. Il y eut une pause. Je pouvais entendre le ronronnement d'un lave-vaisselle derrière elle. Peut-être une télévision dans une autre pièce. « Comment va la famille ? » demanda-t-elle. « Bien, occupée. Léo vient d'avoir 7 ans. » « Waouh, 7 ans déjà. » J'ai laissé le silence parler de lui-même. Elle s'est éclaircie la gorge. « Écoute, je sais que les choses sont devenues bizarres. J'ai essayé d'appeler vers Noël, mais je ne savais pas quoi dire. C'est ça le problème, Camille. Aucun de vous ne sait jamais. Je suis désolée, dit-elle doucement. Vraiment. Je te crois, ai-je dit. Et à ce moment-là, c'était le cas. Une autre pause. Puis elle a demandé, « Tu as reçu la carte ?» J'ai souri. Donc c'était toi. Non, dit-elle. C'était maman. Mais elle m'a demandé quoi dire. Je lui ai dit de ne rien envoyer à moins qu'elle ne le pense vraiment. Et je ne sais pas. Je pense qu'elle essaie. Ou peut-être qu'elle a juste peur. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut voir les garçons avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi, ai-je demandé. Camille n'a pas répondu. C'était suffisant pour moi. Je l'ai remercié, lui ai dit au revoir et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai contacté Benoît, le gars qui m'avait fait entrer dans le projet de l'association. Je lui ai dit que j'avais une idée pour une courte série de vidéos. Quelque chose de personnel, d'honnête, un aperçu de la parentalité d'un enfant neurodiverge, non pas à travers une lentille clinique, mais humaine. Benoît était partant à fond. On a besoin de contenu comme ça, a-t-il dit. De vraies histoires, pas seulement des infographies. Tu serais la voix parfaite pour ça. Alors, nous avons commencé à filmer. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil. Juste moi, Chloé et les garçons à la maison. Vivant notre vie, faisant des crêpes, gérant les crises, célébrant les petites victoires comme Léo apprenant à utiliser sa tablette pour dire dehors ou Lucas aidant son frère à aligner des trains miniatures. Nous avons parlé de tout. La culpabilité, le deuil, la grâce. Nous n'avons rien édulcoré. Chloé était hésitante au début. Elle ne voulait pas que nos enfants soient transformés en un récit pour la croissance de quelqu'un d'autre. Mais une fois qu'elle a vu les images brutes, les moments tranquilles qui n'arrivent jamais dans les histoires grand public, elle a été d'accord. Ce n'est pas à leur sujet, a-t-elle dit. C'est pour les familles qui se sentent seules comme nous nous sentions avant. Les vidéos ont gagné en popularité lentement au début, puis plus rapidement. Les gens les partageaient, commentaient, envoyaient des messages comme « ça m'a fait pleurer » et « je me sens enfin vu ».
Une mère nous a envoyé un message disant que ses beaux-parents avaient commencé à traiter son fils différemment après avoir regardé notre série. J'ai partagé la première vidéo en privé avec Camille. Elle m'a répondu par SMS quelques heures plus tard. Je n'avais aucune idée. Je veux dire, je savais, mais je ne savais pas exactement. Mes parents n'ont pas commenté, n'ont pas texté, mais j'ai vu maman visionner la vidéo sur Facebook 2 fois. Puis est venu l'événement. L'association de Benoît organisait un gala de printemps chaque année. En partie collecte de fonds, en partie campagne de sensibilisation. Cette année, ils m'ont demandé de prendre la parole, de partager notre histoire en direct sur scène. J'ai dit oui. Pas parce que je voulais être sous les feux de la rampe. Je détestais parler en public, mais parce que je voulais contrôler le récit. Mon récit. Le récit de Léo. Fini d'attendre que les gens rattrapent leur retard ou s'excusent. Cette fois, ils entendraient tout de ma bouche. 2 semaines avant le gala, Chloé et moi avons envoyé des invitations, des vrais. Pas de papier cartonné d'un supermarché. Nous avons opté pour le grand jeu, enveloppe crème, lettres dorées, lien RSVP. Nous avons invité des amis, des collègues, des parents de notre groupe de soutien, des enseignants, des thérapeutes, même le voisin qui donnait toujours à Léo plus de temps pour traiter l'information quand on se disait bonjour. Et oui, nous avons invité ma famille. Nous l'avons adressé à Robert et Hélène Dubois. Non pas maman et papa, juste des noms, des faits. C'était mesquin et précis. Nous l'avons envoyé un lundi. Le mercredi, Camille a texté, donc, ils viennent. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je me suis concentré sur la répétition de mon discours. Il ne s'agissait pas seulement de Léo. Il s'agissait de tout. Les années que nous avons passées à essayer de nous conformer au moule de quelqu'un d'autre. La pression pour rendre notre enfant moins lui-même afin que les autres se sentent plus à l'aise. Le deuil d'être exclu, la beauté de construire quelque chose de nouveau. J'ai inclus l'histoire de Noël, la table qui n'était pas mise pour Léo. Je n'ai pas nommé de nom, mais je n'en avais pas besoin. Il saurait. Et quand la soirée est arrivée, j'étais prêt. Je me tenais en coulisses dans un costume bleu marine impeccable, serrant une fiche avec des points que j'avais à peine besoin de regarder. Ma main tremblait un peu, mais pas de peur, de détermination. Chloé m'a serré la main et a murmuré, « Tu vas changer la vie de quelqu'un ce soir. » Puis le rideau s'est ouvert. Je suis monté sur scène. Les lumières étaient chaudes. La salle s'est tue. Quelque part vers le milieu, je les ai vus. Mes parents assis avec raideur au 2e rang, les visages impénétrables. J'ai regardé au-delà d'eux, au-delà du doute, de la honte, des années de silence. J'ai regardé vers les gens qui avaient marché avec nous dans les saisons difficiles. Et j'ai parlé, pas pour la vengeance. Pas encore. Mais pour la vérité. Et quand j'ai fini, la salle s'est levée. Les gens ont applaudi. Certains ont pleuré. Mais mes parents, ils sont restés assis. Immobiles. Parfait. Ils écoutaient enfin. Et je n'avais pas encore fini. Ils ne m'ont pas parlé après le discours. Pas cette nuit-là. Pas le lendemain. Pas même après que la vidéo du gala soit devenue virale, 400 000 vues et ce n'est pas fini. Pas quand des amis les ont tagués dans les commentaires. Pas quand les nouvelles locales l'ont repris pour un reportage sur la communauté. Pas quand le message est devenu quelque chose de plus grand que moi. Et ce silence. C'était le moment où j'ai su que j'avais gagné. Parce que le silence pour des gens comme mes parents n'est que le dernier souffle du déni. Pendant des semaines, ils n'ont rien dit. Camille a texté quelques fois, principalement des sondages prudents. Maman est silencieuse. Papa n'arrête pas de regarder le discours sur YouTube. Ils ne savent pas comment te contacter. Je n'ai jamais répondu parce que je n'attendais plus. J'avançais vite. Vous voyez, pendant qu'ils étaient assis dans ce 2e rang, essayant toujours de savoir s'ils devaient être offensés ou honteux, j'avais déjà commencé l'acte final. Ça a commencé par une décision que j'avais prise tranquillement des mois auparavant. En février, après que tout se soit effondré et que la poussière retombait encore, j'avais contacté un avocat spécialisé en succession. Non pas parce que je planifiais ma mort, mais parce que je planifiais une protection. Mes enfants, surtout Léo, méritaient un avenir à l'abri des gens qui ne se montraient que lorsque cela leur profitait. Chloé et moi avons mis en place une fiducie, hermétique, à l'épreuve du futur et privée. Tous les actifs, y compris la maison,
les économies et ma nouvelle participation au capital de la division technologique de l'association iraient directement aux garçons. Pas de procédure de succession, pas d'ingérence et pas de place pour la négociation. Mais ce n'était que le début. Le vrai coup est venu quand j'ai décidé de changer les parrains de Léo. À l'origine, dans un moment d'optimisme naïf il y a des années, nous avions listé mes parents. Nous pensions qu'ils étaient de la famille. Et à l'époque, je croyais encore qu'ils se montreraient à la hauteur si quelque chose nous arrivait. Mais après Noël, après la table d'appoint, après le message vocal, non, absolument pas. Alors, j'ai changé. Nous nous sommes assis avec Louis et Malik, les pères du groupe de soutien, des hommes qui savaient ce que signifiait se battre pour leurs enfants, qui s'étaient plus montrés en 6 mois que ma famille en 6 ans. Je leur ai demandé ensemble s'ils accepteraient cette responsabilité. Louis a pleuré. Malik a dit, je le fais déjà. Nous avons officialisé cela 2 semaines plus tard, et j'ai envoyé des copies des documents à mes parents. Pas de mots, juste des faits. Voici ce que vous avez perdu. Voici à quel point c'est définitif. La partie suivante était plus délicate. Elle exigeait de la patience. Vous voyez, mes parents étaient des piliers de leur église locale. Toujours à organiser des repas partagés et des soirées de prière. Papa siégeait au conseil d'administration. Maman était bénévole à la garderie. La réputation comptait beaucoup pour eux. Et je savais qu'ils détestaient que personne dans leur communauté ne connaisse la véritable histoire. Que la plupart supposaient encore qu'ils étaient des grands-parents présents pour tous leurs petits-enfants. Mais le gala a changé cela. Les gens ont commencé à poser des questions. Un dimanche, un ami de la famille m'a envoyé un message. Ton discours m'a ému. Je ne savais pas que Léo avait été traité de cette façon. Je suis désolé. Un autre a écrit, j'ai vu tes parents à l'église. Ils avaient l'air mal à l'aise quand ton nom a été mentionné. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai pas répondu à cela non plus. J'ai juste regardé la pression monter jusqu'au jour où ma mère s'est présentée à notre porte. C'était un mardi. Léo était en thérapie. Lucas était à l'école. Chloé travaillait depuis la table de la cuisine. J'étais à la maison en train de réparer une charnière de porte desserrée. La sonnette a retenti. J'ai ouvert, une clé à molette toujours à la main. Et elle était là, Hélène Dubois, ma mère. Elle avait l'air plus petite, non pas physiquement, mais émotionnellement, comme quelqu'un qui avait enfin réalisé qu'elle ne contrôlait plus le récit. Antoine, dit-elle doucement. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyé contre le poteau du porche. Elle a tressailli devant la barrière, mais ne l'a pas contesté. J'ai essayé de te joindre, a-t-elle dit. Je sais. Elle a dégluti. J'ai vu les vidéos, le discours, tout. Et je ne savais pas, a-t-elle chuchoté. Je ne réalisais pas à quel point nous vous avions fait du mal. Je l'ai fixé. Tu as qualifié mon fils de perturbateur. Tu nous as dit de ne pas venir à Noël. Ce n'est pas ne pas réaliser. C'est choisir le confort plutôt que la gentillesse. J'avais peur, a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne savais pas comment gérer ça. Je pensais que je protégeais les autres enfants. Non, les jeux coupés. Tu protégeais ton image de ce à quoi une famille était censée ressembler. Léo ne cadrait pas, alors tu l'as poussé dans les marges. Elle a détourné le regard. J'ai laissé le silence planer un instant. Puis j'ai demandé, pourquoi es-tu vraiment là? Elle a hésité, puis a finalement dit, nous voulons refaire partie de vos vies. Quoi qu'il en coûte. Je m'excuserai auprès de Chloé, des garçons. Je ferai n'importe quoi. Je l'ai étudié, une seconde, j'ai presque cru en elle, presque. Mais ensuite je me suis souvenu du message vocal, de la table d'appoint et des années de peut-être la prochaine fois et essaie juste de le faire se tenir tranquille. Alors j'ai dit ceci, tu ne peux pas choisir le chapitre dans lequel tu reviens. Nous ne sommes pas figés dans le temps à t'attendre. Nous avons avancé. Nous avons guéri sans toi. Et Léo, il s'épanouit sans jamais avoir eu besoin de ton approbation. Des larmes ont rempli ses yeux. Alors c'est tout. J'ai hoché la tête. Vous avez fait votre choix. Maintenant, nous faisons le nôtre. Je me suis retourné et j'ai ouvert la porte. Mais avant d'entrer, j'ai dit une dernière chose. Vous ne nous avez pas perdus parce que vous avez fait une erreur, maman.
Vous nous avez perdus parce que vous avez continué à la faire même après que nous vous ayons dit que ça faisait mal. Puis j'ai fermé la porte. Pas de cris, pas de drame, juste le son net et final d'un chapitre qui se termine. Dans les mois qui ont suivi, les retombées se sont propagées. Le mot s'est répandu dans leur communauté. Pas par moi. Je n'ai jamais dit un mot négatif à leur sujet en public, mais par leur absence. Par les gens qui remarquaient à quel point Chloé et moi nous épanouissions sans eux. Par les choses que nous ne disions pas et les gens que nous invitions à leur place. À la kermesse du printemps suivant, Léo a fait un tour de manège avec la fille de Malik, riant les mains battant de joie. Lucas courait dans les files d'attente des stands avec le fils de Louis. Tous deux le visage maquillé et plein de sucre. Chloé et moi étions assis sur une couverture de pique-nique, les bras liés, regardant nos garçons vivre, libres, sans excuses, non invités par quiconque ne pouvait pas les aimer entièrement. Et c'est là que ça m'a frappé. La vengeance n'a pas besoin d'être bruyante. Elle n'a pas besoin d'être cruelle. Parfois, la vengeance la plus puissante est simplement d'avancer si complètement que les personnes qui vous ont autrefois fait sentir petits ne peuvent même plus trouver un chemin pour revenir. Ils ne nous ont pas perdus d'un seul coup. Ils nous ont perdus centimètre par centimètre. Et nous n'avons jamais regardé en arrière.